L'absence de mon père a fait de moi le père au foyer que je suis aujourd'hui, clairement. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens, ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? La première fois que j'ai vu mon invité, je regardais le documentaire Viril sur Arte, une petite pépite en 3 épisodes sur les représentations de la masculinité, leur évolution ou leur résistance. Et là, à l'écran, un homme répondait à une interview, son bébé tout contre lui. Cette image m'a marquée parce qu'elle est tellement rare. J'ai alors pensé à la question tout aussi singulière des pères au foyer. Dans la culture populaire, les pères au foyer choisis et assumés n'existent presque pas. On a vu par exemple Robin Williams se déguiser en nourrice dans Madame Doubtfire pour rester proche de ses enfants. On a vu Dustin Hoffman découvrir la paternité par contrainte dans Kramer contre Kramer, mais jamais un père qui fasse ce choix par conviction. En France, selon l'INSEE, ils ne sont que 1,5%. Et mon invité, Boléwa Sabourin, fait partie de ces rares hommes qui le revendiquent et qui en font même un acte politique. Boléwa Sabourin, en plus d'être père au foyer, est aussi danseur, chorégraphe, cofondateur de l'association LOBA et a été récemment nommé membre du Haut Conseil à l'égalité. Avec lui, nous allons parler de ce que cela signifie d'être père au foyer dans une société encore traversée par des stéréotypes puissants. Un échange riche où il évoque son enfance difficile, son parcours et ses combats. Une histoire que je vous propose de découvrir en 2 parties. Voici la première partie de cet épisode, Père au foyer, le combat d'une vie. Bonjour Boléwa. Bonjour Octavia. Quand tu étais petite, tu as eu une enfance complexe entre Kinshasa, Paris et la Martinique, entre autres. Ouais. Qu'est-ce que ce parcours ardu t'a enseigné en tant qu'homme et maintenant en tant que père aussi? Très grande question. Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Tellement de choses. Comme je disais à un pote il n'y a pas longtemps, Gabriel Stein, un pote entrepreneur. Et on parlait et on disait, et en fait, on lâchera rien. On lâchera pas. Et ouais, c'est de jamais lâcher, en fait. Pourtant, j'ai tenté plusieurs fois de me lâcher. Et de me lâcher intérieurement, de me lâcher physiquement. En arriver au suicide. Mais à chaque fois, il y a eu un truc qui m'a retenu. Comme une dernière lueur, un dernier feu, une dernière étincelle qui m'empêchait voilà, ça pouvait être mon frère, ça pouvait être le fait de savoir nager, ça pouvait être des amis, ça pouvait être une idée, quelque chose. Donc ouais, vraiment, ça m'a enseigné vraiment de jamais lâcher, quelles que soient les situations complexes que l'on peut traverser. Quand tu dis nager, par exemple, t'as une anecdote Bah ouais, en tête? du pont des Arts, j'ai sauté. Ah oui. Et en fait, que je savais nager. Ah voilà. Donc j'ai pas coulé. C'est drôle, épatant. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et à l'inverse, une fois, je suis allé courir avec un de mes meilleurs potes, Bruno, et on était le long de la Garonne. On va pour courir, pour se décrasser les jambes, après avoir fait plus de 6 heures de train entre Paris et Toulouse. Et puis on court, et là, je vois une personne sur le pont en face de nous. Et puis je reprends mon regard droit devant moi, et on entend un gros splash. Et tout de suite, je fais le lien entre la personne que j'ai vue sur le pont et ce splash. Parce que justement, c'est aussi le bruit que j'avais fait. Tout de suite, j'ai eu le réflexe
de me rapprocher du pont. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai dit à Bruno, on était sortis sans nos téléphones et autres, trouve quelqu'un pour appeler la police. Et moi, j'ai sauté dans l'eau et je suis allé chercher cette personne qui, du coup, elle se lâchait complètement. Elle avait lâché. Elle nageait pas, la personne. Elle nageait pas. Et donc, je suis allé la chercher dans l'eau pendant qu'elle était en train de couler. Et je l'ai sortie de l'eau. Incroyable comme histoire. Et quand je l'ai sortie, je lui ai justement dit, madame, s'il vous plaît, faites-moi une promesse, ne lâchez plus. Elle-même, elle savait peut-être pas ce qu'elle faisait. Et en fait, comme moi à cette époque-là, et en fait, ça m'a permis, cette expérience que moi-même j'ai pu vivre, ça m'a permis de pouvoir la réutiliser à un moment. Et quand elle m'a remercié, parce que les policiers, eux, ils croyaient que c'était mon pote Bruno qui était blanc, qui avait sauté dans l'eau. Ça a été le premier réflexe de la police de croire que c'était... Ouais, c'est ouf. C'est toujours hallucinant. C'était lui blanc qui va dans l'eau, alors que pas du tout, il était sec. Oui, en plus, je veux dire, les preuves étaient là, quoi, devant leurs yeux. En fait, je suis nu. J'avais gardé mon legging et j'étais pieds nus, torse nu. Et ils ont j'ai goûté. Et ils ont voulu l'interroger. Bruno a dit bah non, c'est lui. Et après, la dame, elle a dit non, c'est lui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut venir me voir et tout. Et donc, j'allais la voir et je lui ai dit ne lâchez rien. En fait, ne lâchez rien. Quoi qu'il vous arrive, ne lâchez pas. Et donc, ça vraiment, c'est cet enseignement. Et puis, la deuxième chose, c'est que mon corps est ma maison, en fait. Mon corps est ma maison. C'est vraiment... Parce que tu es danseur. Non, parce que j'ai vécu dans plein d'endroits et que malgré toutes les maisons dans lesquelles j'ai pu vivre, il y a une seule maison qui est restée. C'est ma maison. Oui, c'est toi. Et c'est mon corps. Et je peux vivre encore partout dans le monde. Mais la chose dont je dois me préoccuper, ma maison, celle que je dois vraiment entretenir à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est mon corps. Et donc c'est vraiment les deux choses, vraiment de ne jamais lâcher et de toujours faire attention à mon corps, que ça soit à l'extérieur comme à l'intérieur, parce que c'est la seule chose qui m'accompagne, quels que soient les différents continents, les différentes villes, les différents arrondissements dans lesquels je peux vivre. Et du coup, ne jamais rien lâcher, toujours s'accrocher, c'est aussi quelque chose que tu transmets à tes enfants, j'imagine, comme valeur dans la vie. Tous les jours. De se battre fort et puis si ça marche pas, de continuer quand même, quoi. L'entraînement, de jamais lâcher, et même si on a du mal, on revient dessus, on lâche là, mais pour revenir dessus après. Oui, c'est pas définitif. Oui, voilà, parce que parfois on a juste besoin de faire respirer le cerveau et le corps qui s'est crispé, la tête qui s'est crispée. Ok, aujourd'hui, peut-être, j'ai pas réussi, mais je retenterai demain, je reviendrai demain et après-demain, et ainsi de suite. Et ça marchera. Toujours. Alors, comme je le disais, tu as eu une enfance complexe. On va pas revenir sur tout ce que tu racontes non plus dans ton ouvrage qui s'appelle La rage de vivre. Aux éditions Face Cachée. Voilà, que je vous recommande fortement. Merci beaucoup. Mais du coup, tu as aussi grandi entre plusieurs figures paternelles. D'un côté, il y a ton père biologique, si je puis dire les choses comme ça. Et de l'autre, tu as aussi Papa Paul, qui a été le compagnon de ta mère pendant une partie de ta vie et de sa vie. Et est-ce que tu peux nous dire comment ces deux présences, et peut-être d'autres, parce que je pense notamment, j'ai plus son nom en tête, mais à la personne qui t'a enseigné la danse. Oui, principalement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'allais revenir plus sur lui, mais oui. Ok, et comment donc ces trois présences, ou d'autres, ou leurs absences, ont façonné ton idée de ce qu'est la paternité ? L'absence de mon père a fait de moi le père au foyer que je suis aujourd'hui, clairement. C'est une conséquence directe. Comment tu le relationnes, justement ? Justement, parce que j'ai très vite compris, j'ai très tôt compris que je préférais recevoir sa fureur et ses colères sur moi qu'il soit absent. Son absence était plus difficile à supporter, à vivre
parce que j'avais pas de cadre, parce que je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, je ne savais pas qui croire, qui écouter. J'étais pas un poisson dans l'eau, quoi, mais j'étais dans l'eau et je me noyais dans cette marée d'absence. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à lâcher mes enfants. Donc c'est une conséquence vraiment directe, d'autant plus que ça m'a fait du coup souffrir de carence affective, parce qu'il n'y avait pas mon père, mais il n'y avait pas ma mère aussi. Mais mon père était censé être la figure tutélaire, donc forcément, voilà, il y avait cette carence affective. Et du coup, aujourd'hui, cette carence affective, elle est comblée par le plein d'amour que me redonnent mes enfants, nos enfants. Mais vu qu'on les entraîne un peu partout dans nos pérégrinations. Dans toutes vos aventures. Dans toutes nos aventures, dans les événements, dans les voyages, dans les ateliers, les conférences, les cours. Ouais, moi j'ai déjà donné cours à la fac avec mon fils qui dort sur mon manteau. C'est chouette ça, c'est des images qu'on voit pas assez souvent. Sur le côté, ouais. Porter ma fille dans des documentaires. Oui, le documentaire Viril que je mentionnais justement en intro, où on te voit avec donc ta fille dans les bras. Et dans celui de Éduquons nos fils aussi. D'accord. C'est sorti il y a pas longtemps. Ah ok. Papa Paul, ça a été une figure paternelle importante, même si ça a duré qu'une année. Ah, c'était qu'une année, exactement. Ouais, okay. Mon année en Martinique. Lui, il est martiniquais. Mais ça a été une figure paternelle très importante parce que c'est le père que je souhaite être, un père responsable. Il a rencontré ma mère, il a été touché par son histoire, et mon dernier petit frère était à l'ASE, et il a décidé, en se mettant avec ma mère, d'adopter mon petit frère, alors que voilà, c'est double charge, et ma mère et mon petit frère. Oui, donc, ta mère qui aussi a des problématiques psy. Voilà. Et donc, et je pense qu'il a dû les rencontrer très tôt. Mais par responsabilité, par amour, humanité, il a pris cette charge-là. Ouais, cette responsabilité, pour moi, aujourd'hui, elle est le cœur de mes valeurs, de mes objectifs. Il était un peu cette figure paternelle, aimante, et en même temps très stricte, et donc qui me donnait un cadre. Alors qu'on se connaissait pas. Moi, j'avais déjà un grand vécu derrière moi. Il y a très peu de gens qui arrivaient à me canaliser. Lui, très simplement, par un cadre très strict, si je commençais à déborder, mais en même temps, par de l'amour, et cet amour, par de la présence, il m'emmenait faire de la pêche. J'ai jamais pêché avec mon père, biologique. Il m'apprenait à parler dans une CB. Ah oui. Parce qu'il était fan de Sibi. C'est vrai, il y avait plein de gens à cette époque qui écoutaient des Sibi. Il parlait comme ça. J'avais mon nom et tout, j'étais trop fier. Tango Anne, Tango Alpha, November. Et j'apprenais l'alphabet des Sibi. Quand ma mère pétait des câbles et qu'elle nous faisait ces crises de bipolarité et que d'un coup elle cassait tout, il essayait de la raisonner et puis et souvent c'était tourné vers moi, et puis plutôt que de se ranger de son côté et de m'humilier alors que j'avais rien fait ou j'avais dit un mot qui ne lui avait pas plu et que ça prenait des proportions incroyables, il essayait de la calmer, et s'il voyait qu'elle se calmait pas, il m'emmenait, on allait faire un tour. Pour t'éloigner aussi de ça. Exactement. De cette violence, parce qu'il savait qu'il voyait très bien que c'était surtout lié évidemment à son histoire, à son parcours, mais aussi à ses troubles psy, que tout répercutait sur moi. Bien sûr. Et surtout après que derrière, moi, ça me faisait monter dans les tours. Et j'étais capable aussi de très grandes violences. Alors, pas sur elle, mais souvent sur ses biens, sa voiture, des trucs comme ça. Ouais, ça te faisait vriller aussi. Ah ouais, c'est la seule personne qui a vraiment une capacité à me faire dégoupiller, mais littéralement, de manière même psy, quoi. C'est-à-dire que je n'arrive plus du tout à me maîtriser. Moins maintenant, mais à l'époque, j'avais 13 ans, c'était... Donc... c'est l'âge aussi où on dégoupille facilement, justement. Ouais, et puis moi, je venais de la retrouver, ma mère. Oui, c'est ça aussi. Je venais de la retrouver. Sans après se voir. 10 ans. 10 ans, vous étiez vus jusqu'à ton père t'a déposé. À 1 an. À 1 an, voilà. Ouais. Et je l'ai retrouvé, j'avais 11 ans. D'accord.
Et je suis allé vivre avec elle à 12 ans. Mm. Donc, c'était vraiment un vrai père. Un vrai père. Et puis, il y a eu le troisième, qui lui a été là jusqu'en 2016, Tonton Mouchi, qui était mon prof de danse. Et lui, c'est plus par la vision qu'il avait pour ses enfants et donc pour moi, alors que j'étais pas son enfant direct, mais quand j'étais avec eux, j'étais son enfant direct, quoi. Il rigolait pas. Non. Tonton Mouchi, si je Tonton me Mouchi, trompe. il rigolait pas. Il rigolait pas. Hein, Il ouais. rigolait pas, mais en même temps, il rigolait beaucoup, mais il rigolait pas avec nous. Ouais, c'est ça. Mais il avait énormément d'amour, d'affection et mine de rien, de présence. Étant donné qu'il était congolais comme mon père, je le voyais un peu comme l'autre face d'une même pièce, la pièce congolaise. Mais les week-ends, j'étais tout le temps fourré avec eux. Le vendredi, ils donnaient cours, j'allais là-bas. Après, je faisais tout pour squatter, pour aller dormir. Je m'asseyais dans la voiture comme tout le monde. Et ils regardaient pas et ils m'emmenaient directement chez mes cousins, chez ses enfants. Et ils me déposaient avec eux. Il n'y avait pas de discussion, je dormais là-bas. Le lendemain, on allait à son cours du samedi. Ça, pour moi, c'était juste un miracle, quoi. C'est tout ce que mon père ne faisait pas. Et moi, j'en avais rien à faire d'attendre. Ouais. Ce qui comptait, c'est qu'ils viennent à un moment, quoi. Viens, sois là. Ouais. Tu peux venir à 3h, 4h. Je suis là. Tu m'as dit que tu viens. Je ne bougerai pas. Donc non, ça a été une figure vraiment tutélaire. Et puis en 2016, quand il allait décéder sur son lit de mort, il m'a dit « Boléwa, reprends mon cours de danse ». Que ça aussi, ça a été important parce que moi, j'ai pas d'héritage. Je recevrai pas d'héritage. J'ai aucun parent qui me fera don ni d'argent, ni de ses habits, ou d'une propriété, ni d'une propriété, ou même de souvenirs, puisqu'ils n'ont pas grandi avec moi. Et là, c'est un héritage. C'est un héritage qui m'a confié. C'est de perpétuer. C'est un bel et gros héritage, quand même. Complètement. Et depuis, je donne toujours mes cours. C'est mon seul cours de danse que je donne. Tout de suite, j'ai voulu me repartir dans la recherche d'un autre père. J'avais encore besoin d'un père, d'un guide. Et c'est à ce moment-là où, un mois après, j'ai rencontré le docteur Denis Mukwege, incroyable homme aussi, et qui soigne les femmes victimes de viols comme arme de guerre à l'est du Congo. Et vraiment, j'étais en recherche d'une figure congolaise qui soit positive, et qui fasse du bien, aussi bien à son environnement que à notre planète. Et moi, le 8 mars, donc un mois après, je vais écouter une conférence du docteur Mukwege à l'hôtel de ville de Paris. Et là démarre le projet Recréation, et qui sera même mon projet à moi de me recréer en tant qu'homme. Alors du coup, Boléwa, tu te revendiques père au foyer, même sur LinkedIn, j'ai vu. Pourquoi c'est important pour toi de le dire haut et fort ? Alors déjà parce que c'est mon activité première et que ça permet de dire aux gens, écoutez, si vous me proposez des choses, il faut que vous preniez ce contexte-là. Ouais, il y a les enfants à prendre en compte finalement dans... Voilà. Comme on s'est vu, quand on s'est eu au téléphone, il vaut mieux que je vienne à cette heure-là parce que c'est l'heure où je vais les coucher, et que à une autre heure parce que c'est des moments où ils ont peut-être plus besoin d'attention. Bien sûr. Et que en fait, si on veut avoir une conversation tous les deux, ça va être compliqué. Donc c'est pour les autres et pour moi que c'est mon activité première. Et donc c'est ça d'abord que je dois mettre, et après le reste se configure, s'organise en fonction de autour de ça. Ça, c'est devenu le centre de ma vie. Et ma vie, après, doit s'organiser autour de ça. Donc ça, c'est un premier point. Pour être honnête avec moi, honnête avec mes engagements, honnête avec ceux qui pourraient avoir envie de travailler avec moi. C'était important. Ensuite, évidemment, il y avait une dimension politique, dans le sens où, dans ce que je représente, que ça soit sur la couverture de mon livre, ou que ça soit
moi, ça fait presque 18 ans, 19 ans que je suis cofondateur de l'OBA. C'est la deuxième fois que je suis président. J'ai toujours été bénévole de ma propre structure. Je ne gagne pas d'argent. Mais j'ai été engagé, j'ai monté d'autres structures. Donc, ça va bientôt faire 20 ans que les gens me connaissent dans l'engagement. Et donc, il y a ce côté un peu... Tout ce que je reproche, que j'incarne, finalement, qui est celui d'être un peu un super-héros de l'engagement. D'accord. D'être un super engagé. D'être là tout le temps. Tout le temps. Qui est là depuis longtemps, sur tous les sujets. Donc il y avait un truc un peu aussi de sortir de ce schéma-là en montrant une autre figure de la masculinité, d'être père au foyer et de le revendiquer. C'était aussi une manière de proposer une autre manière d'être père par rapport à tout ce que la société nous inflige, nous indique. Moi, combien de fois il m'est arrivé d'arriver à des rendez-vous et on me dise mais leur maman était pas disponible. C'est hallucinant, ça. Ouais, c'est complètement hallucinant comme truc. Ça délégitime ta présence à toi. Ça sous-entend encore une fois que c'est les femmes qui doivent gérer. Enfin, voilà. On s'en sort pas. Exactement. Okay. Et donc ça, c'est des choses qui, moi, du coup, me révoltent parce que c'est même pas que j'ai à chercher ma place dans l'éducation et l'instruction de nos enfants. Tu es le père, quoi. Je suis le père. Ouais. Donc, s'ils sont avec moi, y a rien j'ai même pas à me justifier de leur présence à mes côtés. Ouais. Donc, c'est une manière aussi de vraiment sortir de cette narration de les pères vont chasser, donc c'est pour ça qu'ils sont absents, et les mères restent dans la grotte pour faire la soupe et élever les bambins. Voilà. Et cette caricature de nos sociétés, déjà, on peut rester dans la grotte à faire la soupe et élever ses bambins quand on est un homme, et ça ne nous délégitime pas en tant qu'homme ou en tant qu'être humain. Deux, il y a énormément de choses à faire. D'ailleurs, j'ai pas fait ma lessive, j'ai pas plié le linge. Il y a tant à faire, c'est clair. Voilà, donc franchement, et comme je te disais, mon corps est ma maison, mais ma maison est aussi mon corps. Donc, oui, c'est vrai. Je dois aussi prendre soin de sa maison, c'est tout aussi important que prendre soin de son corps. Et souvent, la manière dont tu habites ta maison, c'est la manière dont tu habites ton corps. Et donc, ce temps-là, s'il est toujours axé vers l'extérieur, et rapidement, tu vas voir toutes les carences que tu as à l'intérieur. Pour moi, voilà, c'est important d'être là, de m'occuper de notre appartement, de m'occuper de nos enfants, qu'on ait un bel espace où vivre, que ça soit agréable, qu'on ait envie d'y être, de s'y poser, voilà. Donc, c'est une autre narration. Et puis, l'autre chose, c'est que je voulais aussi montrer qu'on pouvait très bien être père au foyer et être actif au dehors, et donc de continuer à développer l'OBA, de donner des conférences avec eux, que les enfants ne sont pas des boulets ou des pièges, mais au contraire, moi, ils donnent sens à tout ce que je fais. À l'ensemble des actions que tu mènes, des combats ils viennent matérialiser l'ensemble des actions que j'ai pu déjà mener et que je suis en train de mener. Voilà, ils sont vraiment une source aujourd'hui incroyable de réflexion, de motivation, de sens et de justesse dans ma vie. Et ça, c'est aussi, je sers aussi, pour terminer, de cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, justement, si elles arrivent avec leurs enfants, elles seront mal vues ou elles-mêmes, elles seront gênées. Bien sûr, il y en a plein qui, je pense, le font pas parce qu'elles se disent quelle image ça renvoie, machin. Exactement. Ouais. De femmes incapables, tout ça. Et pourtant, on sait combien il y a de familles monoparentales en France. Oui. Et que les familles monoparentales, pour la plupart du temps... 82%, je crois, c'est des femmes. On pense que, voilà, on sait que ce sont des femmes. Donc, pour moi, je sers un peu de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'en imposant... Je veux aussi qu'on imposer les enfants, les refaire vivre dans nos espaces qui ont été trop souvent...
effacés. Quand Non, mais on les efface de partout. C'est fou. On les efface de nos vies. On fait une soirée, c'est sans enfants. Ouais. Il y a un mariage, c'est sans enfants. On va au restaurant, no kids. Ouais. On va au cinéma. Des hôtels aussi. Les hôtels, il faut prévenir. Non, mais attendez, on dirait que personne n'a été enfant. Ouais. Les trains, les gens regardent comme ça. Ouais, ça c'est vrai. Les avions, tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Faudrait surtout plaindre le parent qui essaye de gérer l'enfant. Ah mais attends, qui moi je suis rentré de Guadeloupe avec mes 2 enfants tout seul et avec la petite qui est au bout de 2 heures a craqué, il restait 6 heures de vol derrière. Mon Dieu. Un peu l'angoisse quand même. Et quand il y a un mec qui me cassait les pieds pour venir me voir, qui était bourré, qui était là en mode et que moi j'étais en train d'essayer de gérer ma fille et puis je pouvais même pas me lever parce qu'il y avait des turbulences et que les gens les gens soient fâchés. Mais oui, mais c'est vrai que c'est fou. Mettez-vous à la place des autres gens en fait. Et même vous avez jamais été enfant. Il y a un truc d'une société qui va mal, et une société qui traite mal ses enfants et qui traite mal ses vieux. C'est une société qui est en déliquescence. C'est très très mauvais signe. C'est clair. Parce qu'en fait, on a tous été enfants et on sera tous vieux. Donc la manière dont on traite nos enfants, c'est la manière dont nos enfants vont nous traiter quand on sera vieux. Il y a un truc pour moi de devoir faire que les enfants réhabilitent et réhabitent nos sociétés. Et donc, moi, je sers de cheval de Troie parce que, étant donné que je suis un homme, j'ai ce privilège masculin où les gens ne vont pas trop venir me dire quoi que ce soit. Oui, et s'ils me disent quoi que ce soit, je les regarde d'un air en mode « Venez pas me chercher ». Parce que je vais pas être gentil. Il y a pas à discuter en fait. Je vais pas discuter avec vous. Et donc du coup, je vais moins subir de pression et de harcèlement de la part de la société. Ah d'accord, donc toi tu même ressens... j'imagine j'en quand ressens, même. mais je vais pouvoir l'évacuer plus vite. Alors que pour une femme, c'est déjà, c'est inscrit en elle, parce que c'est pas elle, c'est sa mère, c'est sa grand-mère, et c'est un truc, voilà. Il y a un passé, et puis il y a un regard sociétal, et puis il y a des choses intériorisées aussi, qui sont transmises toi, inconsciemment. T'es plus vu peut-être comme quelque part l'ovni. Enfin, c'est tellement rare, encore vraiment à notre époque. Et du coup, moi, je suis plutôt valorisé. De surprise, quoi. Moi, je surprise. Ok. Donc, sidération. Moi, des fois, je suis arrivé, on m'a dit, mais vous allez faire comment ? J'ai regardé. Vous allez faire comment de gérer tes enfants ? Ouais, pendant une interview ou tout ça, je regardais dans les médias et tout ça, je regardais, je disais, vous, bonjour madame, vous allez bien ? Bah écoutez. Et elle était regardée que mon fils. Et puis je disais, bah écoutez, vous pouvez me le garder ? Et hop, parce que je savais, je les voyais elle-même. J'ai un enfant du même âge. Oui, elle venait d'elle-même, des fois même me dire ah non mais c'est bon, moi je le gère. Proposer un coup de main et tout. Direct. Mais c'est chambé d'être papa. Mais non mais c'est moi ça. C'est cool ça. Moi j'ai passé 5 années nickel. On me le gardait. Je vais au sport, les copines qui sont à l'accueil, elles me disent attends mais non mais laisse-le-nous. Adorable. Truc. Là où les mecs le faisaient pas. Oui. Mais ça m'est arrivé d'arriver qu'on me dise non, vous pouvez pas rentrer avec votre enfant. Ah, sérieux ? Et là, je dis ok, au revoir. Ouais, bah oui. C'est pas grave. Oui. Enfin, c'est pas grave, c'est un peu grave, moi je trouve. C'est très grave. Mais pour toi, moi, tu vas pas, voilà. Je ne m'offusque même pas, sauf la personne qui m'a dit, sauf si mon fils avait 6 mois et on va dans une grosse boîte. Et la personne, elle me dit « Ah mais non, vous pouvez pas ?» Je dis « Ah ok, mais pourtant, d'accord, j'ai rendez-vous avec ma Chine, ok, je peux pas. Et après, attendez, elle part, elle prend son téléphone d'accueil, puis elle revient, et elle me dit « Non, vraiment, vous pouvez rentrer, mais pas votre enfant. » Non mais c'est quoi cette blague ? Mais c'est une blague, on dirait qu'ils disent. J'étais dans la tête. Tu vas le laisser où, cet enfant ? De 6 mois. Mais je vais l'attacher à un poteau. Non mais c'est hallucinant. Je vais l'attacher à un poteau. Voilà, puis, pour être sûr qu'il partira pas. Voilà, et puis je vais monter, faire mon rendez-vous. Soyons sérieux 2 minutes, quoi. Et vraiment. Non mais comment on peut dire à un parent tu peux rentrer. Vous pouvez rentrer, mais pas votre enfant. C'est quoi ? C'est un chien. Et donc, donc moi j'appelle mon contact. Je lui dis bon, je vais devoir partir parce que là vraiment là c'est moi-même je vais péter les plombs. Ouais, de toute façon. Parce qu'avec des bêtises comme ça,
Ça va être... et donc, et non, mais attends. Et donc, ils ont dû appeler la direction, machin. Ça va être tout un tintamarre. Ah ouais, pour que je vienne faire une réunion d'une heure qui n'a abouti sur rien. Mais dans leur entreprise, eh ben, ça a changé des schémas de... Ça a fait jurisprudence. Exactement. T'as fait jurisprudence dans une boîte. C'est ça. C'est bien, comme quoi. J'ai tellement déjà débloqué des portes en moi et j'ai tellement déjà assumé tellement de choses d'être une minorité dans les minorités de minorités de minorités. En fait, toi, c'est ça, que t'as quand pas j'arrive, que quand j'arrive, j'ai pas de filtre. Ouais. Je rentre. Et une fois, et si vous me dites non pour x, y raison, la dernière fois, j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'avais un abcès à la jambe. Ouais. Et j'arrive aux urgences, on me dit « Ah mais non, vous pouvez pas venir avec vos enfants ». J'ai dit « Mais je fais comment ?» Bah oui, bah, c'est J'ai pareil. un abcès, c'est ma santé et mes enfants. Bah oui, non, Je fais comment les gens sont censés faire, en fait, et je ne après, comprends pas. Et vu qu'on est dans un cadre très féminin, bah en fait, les infirmières, elles me disent « Ah non, mais je comprends, moi aussi je suis mère... » Et du coup, il y a de la solidarité. Et du coup, il y a de la solidarité. Ouais. Et du coup, donc, vu qu'il y avait quand même... J'ai dit, par contre, si c'est votre règlement, il n'y a pas de souci. Moi, je pars, j'essaye de trouver une solution pour qu'on me les garde, pour que je vienne, parce que je devais avoir une intervention chirurgicale. Donc, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Et elle me dit, ah non, attendez, bougez pas, on va appeler notre médecin-chef. Elle a appelé la médecin-chef. La médecin-chef, elle est venue, elle a dit, oh non, mais ils sont trop mignons, non, mais venez, vous allez avec le médecin, je garde vos enfants. Être père au foyer, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment pouvoir remettre les enfants au cœur de nos vies. Et donc ça, c'est un combat que moi j'ai, parce que, justement, je trouve que dans notre société occidentale, et puis maintenant elle est devenue globale, on se débarrasse des enfants dès la crèche, parce que notre société est construite de manière à ce qu'on se débarrasse des enfants. Pour être productif. Pour être productif. Ouais. Et voilà. Ouais. Pour être productif, pourquoi ? Pour le capitalisme et le patriarcat. Dès l'enfance, on se débarrasse des enfants. Ouais. Et que pendant très longtemps, les enfants pleurent leurs parents parce qu'ils n'ont pas leurs parents et les enfants ont besoin de sécurité émotionnelle. Je pense que tout le monde a des souvenirs de maternelle où quand ton père... Enfin, moi, c'était mon père, justement. C'est pour ça aussi que c'est intéressant qu'on parle ensemble, mais qui me laissait le matin en maternelle. Mais je me souviens d'un chagrin, mais d'un niveau de chagrin. Et je me dis, c'est vrai, des enfants qui sont tout petits, qui ont 2-3 ans, on leur montre déjà ce... Tu vas être séparé, tu vas être tout seul. On les prépare à cette séparation, à cet arrachement, alors qu'en fait, non, on devrait les préparer au lien, à la connexion et à la sécurité émotionnelle. Mais oui, en fait. Parce qu'une fois que ça, c'est calé dans le cœur et dans la tête et dans le corps... C'est bon. On peut affronter plein de trucs. Quoi. Vous pouvez voyager, aller là. Vous n'allez pas fuir. Ouais. Vous allez découvrir et donner. Ouais. Et pas être dans de la fuite et prendre. Cette sécurité-là, elle vient des parents. Elle vient des parents dès le début. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait aussi un peu penser... Il y avait Alexandre Astier qui était passé, je crois, dans l'émission là, de Ken Kojandi. Enfin bref, il disait qu'il ne voyait pas en quoi le fait de donner de l'amour à ses enfants et pas des claques, et le fait de les rassurer, ce serait forcément quelque chose de négatif pour l'avenir des enfants. Il disait, en gros, la vie, elle est déjà dure. Donc, en fait, en tant que parent, et lui, en tant que père, il estime que ce qu'il faut qu'il donne, c'est surtout de la sécurité, de l'amour et de l'écoute, quoi. Qu'il n'y a pas de raison, en fait, d'être dur pour éduquer ses enfants, en réalité. Pour moi, ça, c'est la base. C'est la base. C'est vraiment... C'est pour ça que je suis père au foyer. C'est que... après, encore une fois, moi, je ne suis pas parfait. On ne donne que ce qu'on a reçu. Ça aussi, il ne faut pas oublier que moi, j'ai eu un père violent. Et quand on a des pères violents, on a souvent tendance à reproduire ces schémas-là. Mais déjà, le fait de le savoir, c'est déjà... Le fait de le savoir, ça nous permet de pouvoir tempérer et mesurer nos excès de violence. Ensuite, l'autre chose, c'est que vraiment, moi, ça, c'est la base. C'est pour ça qu'on voulait aussi faire de l'instruction en famille. Nous, ce qu'on essaye de transmettre à nos enfants, c'est d'abord de l'amour, de la confiance et du courage. Ouais. C'est les 3 piliers pour nous. Amour, confiance, courage. C'est
L'amour, c'est ce qui entoure. Ouais. C'est qu'on vit dans l'amour. Ma vie est amour. Voilà. Et du coup, je ne regrette pas d'être venu au monde. Oui, c'est clair. Et je ne souhaite pas quitter ce monde. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut en parler des suicides d'enfants et de jeunes. Ouais, on en parle très peu. On en a entendu parler récemment d'une fillette de 9 ans, je De crois. 9 ans. Ouais. Vous imaginez Horrible. À 9 ans. Non, mais c'est horrible. Voilà. Ouais. Donc, la base, mon environnement, est amour. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de leur transmettre. Ensuite, c'est la confiance. La confiance, c'est vraiment le ciment de votre identité. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai confiance en moi, ok, je peux faire maçon, pour filer la métaphore, mais je peux très bien travailler je ne sais où, je peux lancer un podcast, je peux croire en mes idées. La confiance permet de croire en ses idées. Et le courage permet de réaliser ses idées. Ouais, de les mettre en pratique. Ouais. Tu vois, et le courage, c'est ce qui va permettre de matérialiser et de dire, ok, j'y vais, j'y crois, parce que j'ai confiance en moi, en mes capacités, en mes compétences, ou en ma capacité à pouvoir agréger des personnes ou à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser. Et le courage, c'est la réalisation. Ouais. C'est vers l'extérieur, c'est c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est facile d'avoir des idées, tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées. Des idées, tout le monde en a 1 million, tout le monde a quelque chose à dire. Par contre, les réaliser, les concrétiser, ça ouais. Il faut du courage. Il faut aller dans la matière. Quoi. Voilà, dans la matière, et dans le dur. Ouais, c'est clair. Et donc, pour moi, c'est 3: amour, confiance, courage, c'est ce qu'on doit enseigner aux enfants. Le reste, là, c'est du pipi de chat. Ouais. Parce que si vous avez de l'amour, si vous avez de la confiance, et si vous avez du courage, vous pouvez apprendre à lire, c'est que oui, non mais c'est ça. Faire des maths, c'est que Et même avoir du mal à faire des maths, c'est pas grave, parce qu'on peut continuer, on peut on reviendra demain dessus. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Même créer une fusée, c'est que parce que on a cet amour des choses, cette confiance en nous et le courage de pouvoir les réaliser. Donc, tout ce qu'on nous apprend à l'école, on met la charrue avant les bœufs. Oui. On met l'outil avant l'être. Ouais, c'est fou. Il faut revenir aux individus. Ouais, aux bases. C'est l'être avant le savoir. Ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment la chose que j'ai découverte avec les enfants. Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Boléwa Sabourin, père au foyer, le combat d'une vie. Pour écouter la suite, rendez-vous dans la seconde partie, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est, la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!